Israël, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct pour 2 heures d'actualité depuis Tel Aviv. Voici les titres de cette édition. À partir d'aujourd'hui, aucun produit israélien ne pourra entrer en territoire palestinien. Un comité palestinien a voté le boycott de 6 géants de l'agroalimentaire israélien. Alors quel sera l'impact économique et politique de cette mesure? On en parle dans un instant. En Belgique s'ouvre ce matin un procès anti-djihadiste important. La main de fer des autorités contre ces terroristes va-t-elle suffire? Et surtout, qui sont ces jeunes? Le détail à suivre. Et puis c'est aujourd'hui que sort le film le plus torride de l'année, 50 nuances de gré. Et à cette occasion, on se pose une question ce matin. Quels sont les bienfaits du sexe sur la santé? Restez avec nous, ce sera en fin d'émission. Voilà, merci d'avoir choisi de vous réveiller en notre compagnie. Bonjour à nos invités. Merci à vous d'être avec nous. Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe. Bonjour. Dan Katarivas, directeur des relations internationales au sein de l'Association des industriels israéliens et membre aussi du bureau exécutif de la Chambre de commerce israélo-palestinienne. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour Maurice. Bonjour Barbara. On se plonge avec vous dans la presse de notre belle région, comme tous les matins. Et on commence par le Jerusalem Post. Le Jerusalem Post qui titre à la une sur la ministre israélienne de l'intégration, Sofa Landwehr, qui cherche 150 millions d'euros par an pour l'intégration des Juifs de France et d'Ukraine. Alors, en liant les deux programmes d'intégration, français et ukrainien, la ministre israélienne ne s'est pas fait que des amis. Les responsables français de la communauté juive de France disent qu'ils ont des besoins particuliers. Il n'est pas question de les confondre avec les Ukrainiens. Et puis le grand rabbin d'Ukraine, pas de raison d'inclure les Ukrainiens dans un programme destiné aux Français. Alors pour le Haaretz, ce matin, on parle de recyclage. Oui, c'est un rapport de l'OCDE qui classe finalement Israël dans les derniers par rapport au recyclage et à l'utilisation des énergies propres. Israël est très mal classé par l'OCDE, pratiquement dernier. On est le 7e plus gros producteur de déchets parmi les pays de l'OCDE, 620 kilos par personne et par an. Seulement 18% de ces 620 kilos sont recyclés, ce qui nous place, je vous l'ai dit, en avant-dernière position. Alors en ce qui concerne les énergies propres, vous savez qu'Israël, on ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est le pays du soleil, alors que 96% de l'énergie est produite par des carburants et du charbon. La première place dans les énergies polluantes, c'est pour Israël. Et dans le Israël Hayom ce matin, on parle encore et toujours du fameux discours de Benjamin Netanyahu devant le Congrès. Oui, et Israël Hayom prend la défense du Premier ministre qui insiste « Je ne vais pas à Washington pour chercher le conflit, mais parce que c'est une de mes obligations », a dit Netanyahu. Nous avons un sérieux différent avec l'administration américaine en ce qui concerne les propositions transmises à l'Iran et qui lui permettront de menacer Israël. Alors ça provoque un débat également aux États-Unis. La communauté juive américaine affirme que l'opposition de juifs américains à ce discours de Netanyahou, c'est comme le silence pendant la Shoah. Et puis un édito du New York Sun. Le discours au Congrès doit donner à Israël un siège auprès des 5+1 dans les négociations et ça rappelle aussi la période de Munich en 1938. Alors de ces négociations sur le dossier du nucléaire iranien, il en est question évidemment dans la presse iranienne. Ce matin, la date butoir approche. Et vous allez voir que la presse iranienne souffle le chaud et le froid. Alors le chaud, c'est dans Farce News. On trouve une interview de Mohamed Jawad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, qui demande à l'Occident encore un tout petit peu de bonne volonté pour décrocher un accord sur le nucléaire. Les 5+1, dit-il, doivent cesser de chercher des excuses et exiger de Téhéran des preuves de bonne volonté. Nous les avons déjà données, a dit Zarif, qui affirme donc le ministre des Affaires étrangères iranien. Dans le Iran Daily, c'est Rafsanjani, l'ex-président iranien, qui souffle le froid. Nous voulons que l'on reconnaisse nos droits légitimes au nucléaire et s'ils sont ignorés, nous quitterons la table de négociation, a-t-il dit. Alors ce sont les Américains qui disent que nous avons les mains liées dans les pourparlers et c'est le signe de leur irrationalité, a dit l'ex-président iranien. L'Iran s'est engagé librement dans ces négociations et veut défendre ses droits légitimes dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Voilà, et puis on parle aussi de cette visite en grande pompe du président russe en Égypte avec un gros contrat signé à la clé. Exactement, on va en parler, mais le Daily News Égypte se pose une question. Que cherche l'Égypte et la Russie? Alors le Caire, affirme le Daily News, se tourne vers l'Est, visant la Chine pour l'économie et la Russie
pour le militaire. Moscou, lui, souhaite renforcer sa présence militaire au Moyen-Orient, en particulier quand les États-Unis font de même en Iran et en Syrie. Alors vous le savez, vous l'avez dit, Le Caire et Moscou ont signé hier un accord préliminaire pour construire la première centrale nucléaire électrique. Il s'agira d'une centrale de nouvelle génération, post-Fukushima, écrit le Daily News Égypte, et la Russie est prête à fournir un crédit pour sa construction. Alors toute la technologie nucléaire sera russe, elle sera construite de 4 blocs de grande puissance, chacun 1200 mégawatts. Je vous rappelle que dans le début des années 80, l'Égypte avait déjà envisagé la construction d'une centrale nucléaire à Daba, mais le projet n'avait jamais vu le jour en raison de la catastrophe de Tchernobyl en 86. Ali, un mot sur cette visite de Vladimir Poutine, extrêmement commentée d'abord par la presse égyptienne. Oui, tout à fait, surtout quand on sait que la détérioration entre les États-Unis et l'Égypte n'est plus un secret. L'administration américaine ne cesse de critiquer le régime Sisi sur le restreint et la limitation des droits de l'homme en Égypte. Et l'Égypte envoie un message très fort qu'elle a des alternatives. Maintenant, est-ce que ces alternatives vont être traduites dans une alliance stratégique qui met de côté les États-Unis? J'en doute. D'ailleurs, Barbara, en septembre, tout le monde a parlé de cette 3 milliards de dollars de deal d'armement entre la Russie et l'Égypte financé par l'Arabie saoudite. Et depuis, personne ne sait si cet accord a eu lieu ou cet accord a vu le jour. Maintenant, je pense que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. La Russie pour mettre le pied dans cette région qui classiquement était et traditionnellement faisait partie du camp américain, l'Égypte, et de l'autre côté l'Égypte à Sisi quand il subit une crise interne en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne les difficultés financières qu'on ne voit pas quand est-ce et comment il peut les résoudre. Une visite de Poutine au moins renforce un peu le prestige de Sisi au sein d'une partie de sa population qui se souvient de la grande alliance entre la Russie, l'ex-Union soviétique et l'Égypte. Voilà pour cette visite. Dernier titre que vous avez soulevé ce matin dans la presse, c'est cette déclaration de Bachar al-Assad. Oui, le quotidien Al-Akhbar reprend la déclaration de Bachar al-Assad à la BBC. La Syrie reçoit d'une partie tierce, dont l'Irak, des informations sur des frappes des forces alliées contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Alors, mais le président syrien a bien fait attention de préciser qu'il n'y avait pas de coopération directe avec les États-Unis, mais Assad a insisté, les frappes seules ne pourront pas permettre de défaire l'État islamique sans une coopération avec les troupes syriennes sur le terrain. Voilà pour les titres de ce matin. Merci beaucoup Maurice, on se retrouve tout à l'heure, on parlera de politique israélienne. Allez, on se tourne maintenant vers Ramallah. C'est notre dossier du jour. Je vous l'ai dit, à partir de ce matin, entre en vigueur un boycott palestinien à l'égard de 6 géants de l'agroalimentaire israélien. On retrouve sur place notre correspondant Mathias Inbar. Bonjour. Est-ce que la mesure est bel et bien entrée en vigueur ce matin? Est-ce que les camions israéliens ont été refoulés au point de passage palestinien ce matin? Bonjour Barbara, absolument pas, du moins de ce qu'on a pu voir ce matin. On a pu apercevoir 2 camions de la marque Osem. Et puis il faut signaler toutefois, pour être tout à fait honnête et complet, qu'il arrive parfois que les camions, surtout les marchandises, s'échangent avant de passer les checkpoints. C'est le cas pour Naplouse, c'est également le cas pour le barrage de Kalandia. Avant de rentrer dans Kalandia et donc se diriger vers Ramallah, les camions israéliens déchargent leurs marchandises. Ces marchandises sont rentrées à l'intérieur de camions palestiniens et pénètrent dans les territoires. Donc il est très difficile véritablement de contrôler le va-et-vient des marchandises israéliennes. En tout état de cause, je peux vous annoncer des chiffres. Pour l'année 2014, on parle de 816 millions de dollars d'exportation de marchandises israéliennes des principales sociétés d'agroalimentaire israéliennes, que ce soit Osem, Prigat, Levi Strauss et également Prigat. 816 millions de dollars face aux 13 milliards de dollars d'exportation totale. Vous voyez, cela représente à peine que 6,3% des exportations israéliennes. Alors Mathias, pour qu'on comprenne bien cette affaire, en quelques mots, qui a pris cette mesure et pourquoi?
Cette mesure a été prise, Barbara, il y a quelques jours de cela par un comité qui se auto-qualifie de comité de boycott des produits israéliens. On ne parle pas des produits en provenance des implantations de Cisjordanie, mais bien des produits israéliens. Ce comité est composé de hauts responsables de l'autorité palestinienne. On ne parle pas de technocrates, mais bien de pontes du Fatah, le parti au pouvoir, le parti de Mahmoud Abbas. Ce comité a été créé pour lutter contre le boycott, mais également pour préparer, et c'est l'une de ses tâches également, de collecter des informations sur les abus présumés qualifiés par l'autorité palestinienne d'exportation israélienne à l'intérieur des territoires de la Cisjordanie, des territoires palestiniens. C'est pourquoi, je viens de vous le dire, ils veulent véritablement prendre et surtout se détacher de leur dépendance avec l'économie israélienne. Mais force est de constater que ce matin, je vais demander à mon caméraman Nassi, vous voyez sans doute ce supermarché derrière moi, tout simplement, je suis rentré, j'ai fait mes courses ce matin, Barbara, et vous le voyez, voilà ce qu'on trouve toujours dans les supermarchés de l'autorité palestinienne en plein cœur de Ramallah. C'est un bisli, l'un des biscuits apéritifs les plus goûtés en Israël. Il coûte 9 shekels à Ramallah, 1 shekel de moins finalement qu'en Israël. Et on comprend bien toute la difficulté des Palestiniens de faire imposer ce boycott. Cela avait été question de boycotter les produits en provenance de Cisjordanie, des implantations. Ce boycott avait duré 3 jours à peine. Reste à savoir si cette mesure-là, justement, de boycotter ces produits israéliens que je tiens dans ma main, tiendront, en tout cas, cette mesure tiendra dans le temps. Voilà la preuve en image que vous nous apportez depuis Ramallah. Merci beaucoup Mathias Inbar. Alors Ali, on a pu comprendre finalement que cette mesure serait appliquée dans les 2 semaines à venir et que les commerçants ont 2 semaines pour vider de leurs rayons ces produits israéliens qu'on trouve encore ce matin sur place. On l'a vu avec des contrôles inopinés de contrôleurs mis en place par l'autorité palestinienne. Vous confirmez cette mesure ? On va mettre un peu de l'ordre dans cette histoire, Barbara. Pas de décret officiel, pas de décision gouvernementale officielle qui appelle au boycott. Le commerçant qui continuera à vendre les produits israéliens ne sera pas sanctionné d'une façon officielle et formelle de la part de l'autorité palestinienne. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale. C'est vrai que quelques représentants du Fatah figurent parmi le board de ce comité, mais déjà dans le passé, on a vu des campagnes beaucoup plus massives de boycott et je ne veux pas dire que rien ne s'est passé. Il y a eu quand même un certain recul dans les exportations israéliennes pour le territoire palestinien, mais en général, les Palestiniens apprécient, aiment les produits israéliens. Ils veulent continuer à acheter les produits palestiniens. Il y a quelques semaines, tout le monde a apprécié la lutte antiraciste de Rami Levy, le chef, le patron d'une chaîne de supermarchés, Rami Levy, quand il a refusé d'exclure ses ouvriers palestiniens d'une des supermarchés. Mais on n'a pas mentionné qu'une grande partie de la clientèle de Rami Levy, c'est une clientèle palestinienne de la région de Ramallah et de la région de Jérusalem. Alors, Dan, on tente de faire de l'ordre aussi avec vous dans cette affaire. On l'a dit, c'est une mesure prise en réponse à une mesure israélienne, le non-versement des taxes palestiniennes prélevées par Israël pour les Palestiniens. En quelques mots, ce système, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un système qui date de ce qu'on appelle les accords de Paris, qui ont été signés en 1994 entre Israël et l'autorité palestinienne, et qui, jusqu'à présent encore, sont les seuls accords qui gèrent la relation économique entre Israël et les Palestiniens. Ça a créé ce qu'on appelle une enveloppe douanière, ça a créé en fait, soi-disant, un marché commun entre les territoires israéliens et les territoires palestiniens, et le transfert de fonds, en fait, le transfert de cet argent vient et de la collecte de douane sur des produits qui sont destinés à la Palestine et qui, donc la douane est collectée par les douaniers israéliens à l'entrée des ports israéliens, et également il y a toute des calculs qui sont faits entre les produits israéliens avec la TVA qui sont vendus dans le territoire palestinien. La TVA revient à Israël, et les produits palestiniens qui sont vendus en Israël, la TVA revient aux Palestiniens. Donc il y a depuis plus de 20 ans tout un mécanisme où tous les mois des transferts sont faits pour en fait ces calculs
bascule entre Israël et l'autorité palestinienne. L'État d'Israël a plusieurs reprises stoppé ces transferts comme mesure de répression après des attaques terroristes, etc. Ce qui n'a pas duré très longtemps et après des pressions internationales, ces transferts ont été résumés. Donc là aussi... C'est ce qui est le cas en ce moment. Israël a gelé ses fonds suite aux mesures unilatérales prises par l'autorité palestinienne. On parle d'à peu près de 100 millions de dollars par mois. L'autorité palestinienne parle de vol. Est-ce qu'on peut parler de vol ? Officiellement, c'est le vol, c'est les prix, c'est les taxes des Palestiniens qui doivent revenir à l'autorité palestinienne, et les Israéliens utilisent cette carte pour faire pression politique sur l'autorité palestinienne. Barbara, comme vous l'avez dit, comme Dan l'a dit, ces fonds seront gelés dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Ils seront gelés parce que la communauté internationale ne laissera pas Israël continuer cette démarche qui peut encore compliquer la tâche des États-Unis et de ceux qui sont intéressés à voir les négociations entre Palestiniens et Israéliens se reprendre, surtout après les élections en Israël. Mais il faut faire attention, Barbara, à l'élément suivant. L'autorité palestinienne, si elle va rentrer dans ce jeu, elle a aussi la capacité, si cette initiative de ce comité du boycott deviendra une loi officielle que l'autorité insistera à impliquer, dans ce cas-là, il y aura une perte immense pour les industriels israélien. Alors, parlons de l'impact économique de cette mesure, si elle est appliquée. Est-ce que c'est important pour l'économie israélienne? Il faut vraiment comprendre, et je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Pour l'instant, il n'est pas question de boycott officiel. Donc les questions, ce qu'on appelle un boycott populaire, à voir s'il est appliqué ou pas. L'expérience nous apprend que finalement les choses ne sont pas appliquées. Il faut voir effectivement si les commerçants vont avoir affaire à des comités populaires qui vont venir prendre leurs produits, etc. Je pense qu'il ne va pas y avoir, ou j'espère qu'il ne va pas y avoir d'escalation dans ces situations-là, et que finalement les relations économiques qui font partie du quotidien entre nous et les Palestiniens vont continuer. Et nous, on essaye, en tous les cas, je parle du secteur privé israélien, je parle des acteurs économiques palestiniens et israéliens, essayent de maintenir un semblant, je dirais, de normalisation avec des relations normales économiques, et laissant le politique aux politiciens. Parce que finalement, il est vrai qu'aujourd'hui, l'économie palestinienne dépend énormément, je dirais, de ce contact. Est-ce que l'inverse est vrai aussi si les produits israéliens sont boycottés? Est-ce que c'est dommageable pour l'économie israélienne? Écoutez, je pense que aujourd'hui, on parle, les chiffres qui ont été avancés sont à peu près les chiffres que nous avons également. Cela aura un impact minime sur les entreprises israéliennes. Le marché palestinien, finalement, n'est pas un marché très porteur pour l'économie israélienne. Toutes les exportations israéliennes, je parle de produits israéliens, pas de produits qui transitent par Israël, qui vont vers la Palestine, sont chiffrés à, je pense, à peu près 3 milliards de shekels, quand vous avez aujourd'hui des exportations israéliennes qui sont chiffrées à 90 milliards de dollars. Donc, je me pense l'influence, sans entrer dans les chiffres, l'économie palestinienne est une économie qui a des problèmes, sa dépendance avec Israël est très grande, mais c'est, à mon avis, l'équilibre n'est pas là. C'est-à-dire, il n'y a pas de... L'économie israélienne, bon, c'est très bien d'avoir un marché captif comme le marché palestinien. Pour certaines entreprises, peut-être individuellement, le marché palestinien représente peut-être 10, 15, 20% de leur production, mais pour la majorité de l'économie israélienne, l'économie palestinienne, on peut très bien, sans avoir cette... On parle de 16 milliards de shekels par an, c'est le volume de produits israéliens vendus. 16 milliards, non, il faut être clair. Les 16 milliards incluent par exemple toute l'essence qui n'est pas israélienne, qui transite par Israël. Ça inclut également tous les produits qui sont importés via Israël, mais les qui voitures, ne sont pas israéliens, etc., qui ne font pas partie de ce boycott. Voilà, qui ne font pas partie de ce boycott. Donc ces 16 milliards, je dirais, au moins, je dirais, peut-être que, à mon avis, qu'un quart sont des produits israéliens. Pour l'économie palestinienne, s'il va falloir importer d'ailleurs ces produits, c'est dommageable pour l'économie palestinienne? Ça va coûter plus cher, forcément. Ce n'est pas très dommageable du simple fait qu'il y a des fabriques palestiniennes qui sont capables à remplacer les industries israéliennes. La question reste la question du goût, Barbara, et de la qualité des fabriques palestiniennes. Quand on entre dans un supermarché ou dans une épicerie dans les territoires palestiniens, les produits israéliens sont présents sur les étagères, on les voit. Sont très présents, mais
ces derniers mois, il y a un phénomène, il y a de plus en plus de petits magasins dont on ne voit pas du tout même les produits israéliens, et c'est dû à des initiatives plutôt locales, des comités locaux. Suite par exemple à un assassinat de militants palestiniens dans la ville de Qalqilia, par exemple, les industriels et les commerçants de Qalqilia ont décidé de boycotter les usines et les industries israéliennes, et on voit dans le marché de Qalqilia, par exemple, pas mal de magasins vides de produits israéliens. Et ça, ce qu'espère ce comité voir partout dans les territoires palestiniens. Et ça, ce que l'autorité palestinienne, qui ne fait pas partie de cette décision, suit pour voir comment est-ce que la population palestinienne s'identifie avec cette initiative, et est-ce que cette initiative peut un jour former un levier politique pour faire pression sur Israël. Alors, vous faites partie de la Chambre de commerce israélo-palestinienne, on l'a dit, malgré les tensions politiques récurrentes qui durent depuis plus de 20 ans, les relations économiques n'ont jamais vraiment été rompues entre Israël et les Palestiniens. Malheureusement, je pense que mon ami parle de la possibilité des Palestiniens de fournir leurs produits eux-mêmes. Malheureusement, je pense que ça va prendre du temps. Prenons par exemple tout ce qui est produits laitiers. Malheureusement, la production locale palestinienne ne peut pas répondre à la demande. Donc je pense que si vraiment il y a une décision politique de rompre les relations économiques, cela va avoir des effets très néfastes sur le consommateur palestinien et sur des besoins de base. Est-ce que ça pourrait faire partie de la logique unilatérale dans laquelle s'est engagé Mahmoud Abbas? Je ne sais pas. Je pense qu'au contraire, en entendant les différentes déclarations toujours de Mahmoud Abbas, il parlait toujours de la possibilité de continuer la coopération économique avec les Israéliens. On parle d'une coopération qui doit être équilibrée, qui doit être rentable pour les deux parties, qui doit faire gagner les deux côtés, et il y a une telle proximité pour la relation économique entre nous et les Palestiniens, à mon avis, est une chose qui peut justement rapprocher les populations et essayer de créer un climat qui peut faciliter justement les négociations politiques. Donc nous, en tant que secteur privé, nous essayons au maximum de maintenir ces relations, de créer un climat de confiance et de travailler ensemble avec, je dirais, nos collègues palestiniens. Et c'est vrai que depuis 20 ans, la relation économique ne fait que se développer. C'est vrai qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a du côté palestinien de temps en temps des réticences, il y a aussi du côté israélien de temps en temps des réticences, mais comme il y a une telle proximité, nous prenons l'exemple qui se passe en Europe, parler d'un marché commun du Moyen-Orient, c'est peut-être rêver aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais il faut espérer que viendra le jour où justement les échanges économiques ne feront que grandir, et cette communauté pourra non seulement au niveau économique, mais également peut-être politique, avoir une coopération. Je veux mentionner un élément très important. Les Israéliens, depuis 2 ans et demi, depuis 3 ans, ont permis aux Arabes israéliens d'aller visiter les territoires palestiniens. La très grande majorité des Arabes en Israël font leurs marchandises, font leurs courses dans les marchés palestiniens, surtout dans les week-ends. Par exemple, quand on est ici à Jaffa, les samedis, il faut aller à Qalqilia, qui est la ville palestinienne la plus proche de Jaffa, pour voir des nombres très grands des personnes de Jaffa qui sont dans les marchés. Et si les Israéliens décident de refermer les territoires pour les Arabes israéliens, ça peut former un coût très grave pour l'économie palestinienne. En sortant de ces territoires palestiniens, en sortant de ces villes palestiniennes, jadis, les soldats israéliens avaient le droit de ne pas permettre les Arabes israéliens de rentrer avec les produits palestiniens. Alors justement, on le voit, tout est un briquet. L'économie et la politique, évidemment, vont de pair. Mais vous l'avez dit, le dialogue politique est complètement rompu pour le moment. Mais la communauté internationale ne perd pas espoir. Ça a été le cas une nouvelle fois ce week-end à Munich, lors de la conférence pour la sécurité. Le quartet a appelé à une reprise des négociations sans pourtant fixer de date. Le point en image. Le processus s'annonce long, probablement périlleux, mais il fait renaître un espoir de paix au Proche-Orient. Le quartet, réuni à Munich, a annoncé ce dimanche préparer la reprise des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Nous savons que nous devons construire un nouveau consensus international pour résoudre ce conflit. Nous apportons chacun des forces différentes et complémentaires. J'ai invité les représentants du quartet à se rencontrer aujourd'hui pour discuter de la situation dans la région et pour souligner l'importance de la reprise des négociations aussi vite que possible.
À l'issue de leur réunion, les représentants des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies ont fait part d'un communiqué. Ils entendent s'appuyer sur 2 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, sur des principes de Madrid, sur des accords conclus antérieurement entre les 2 pays, mais aussi et surtout sur une initiative de la Ligue arabe soutenue par la majorité des pays du Moyen-Orient. Signé le 19 janvier dernier par l'UE et la Ligue arabe, cet accord prévoit un renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le principal ennemi d'Israël. Ce qui se passe réellement au Moyen-Orient est un nouveau phénomène. Ces groupes travaillaient sous les tunnels avant, mais ils sortent de terre aujourd'hui. Ils prennent le contrôle de larges territoires dans les villes et combattent les infidèles. Les infidèles, ce sont les juifs, les chrétiens, les yazidis, les kurdes. Les derniers échanges diplomatiques entre Israël et l'autorité palestinienne remontent à avril 2014. Depuis, une guerre meurtrière a laissé la bande de Gaza exsangue et les espoirs de reprise du dialogue au plus bas. La principale revendication de l'autorité palestinienne reste la création d'un État palestinien. Nous avons essayé depuis plusieurs années de conclure un accord de paix. L'intransigeance israélienne a fait échouer le processus. La construction illégale des colonies israéliennes sur les territoires palestiniens occupés nous ont fait échouer. Et Israël doit admettre ça. Leur occupation du territoire palestinien doit avoir une fin et le peuple palestinien mérite un État indépendant. Le quartet a également exprimé son inquiétude quant au rythme de la reconstruction de la bande de Gaza qui doit être accélérée, appelant notamment les donateurs internationaux à tenir leurs promesses faites en octobre 2014. Voilà, on va finir là-dessus. 30 secondes chacun. Ali, d'abord, je me tourne vers vous. Cette initiative de la Ligue arabe ou une autre va-t-elle permettre de renouer le dialogue ? Elle peut permettre, si elle rencontre un gouvernement israélien qui sera prêt à prendre les bases de cette initiative et ne pas à la repousser comme c'était le cas il y a une dizaine d'années. Une initiative dont à la source se trouve l'Arabie saoudite et l'Égypte la soutiennent, c'est peut-être un des derniers espoirs de ces négociations. Nous sommes en période électorale en Israël. Je pense qu'après les élections, certainement les choses vont reprendre, puisqu'aujourd'hui la relation avec les Palestiniens fait partie donc de la campagne électorale. Chaque gouvernement israélien ou tout gouvernement israélien sera obligé, après les élections, de reprendre le processus et espérons qu'il va aboutir de façon positive. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Maurice, on se retrouve après un nouveau journal. On parlera de politique. Je vous l'ai dit, à 5 semaines des élections en Israël, eh bien, tous les candidats ont répondu présents à l'appel de la chaîne de télévision 2 pour un débat télévisé. Un seul manque à l'appel. C'est évidemment Benjamin Netanyahou qui se fait attendre. Restez avec nous, on en parle après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bon réveil si vous nous rejoignez. J'espère qu'on va se réveiller ensemble et en douceur ce matin. Allez, on parle d'une autre affaire dans le cœur de l'actualité ce matin. C'est l'affaire du procès du Carlton. Hier, Dominique Strauss-Kahn était appelé à la barre devant le tribunal correctionnel de Lille. Et bien, l'ex-directeur du FMI a redit qu'il ne savait pas que les femmes qui participaient à ces soirées libertines étaient des prostituées. Le résumé de cette audience très attendu, signé Léa Berdugo. Un accueil en grande pompe. À son arrivée au tribunal de Lille, Dominique Strauss-Kahn fait face aux cris de 3 militantes fémènes. Mac, client, déclaré coupable, autant de qualificatifs adressés aux accusés. L'une d'elles se jette même violemment sur le capot de la voiture de l'ancien directeur du FMI, car son témoignage est plus qu'attendu ce mardi. Ni crime ni délit, DSK estime n'avoir rien à se reprocher. Pour le juge d'instruction, l'ancien haut responsable était au courant de la présence de prostituées, mais l'accusé est catégorique, il l'ignorait. Il consolide ainsi sa ligne de défense dans un procès où il apparaît pour proxénétisme aggravé. Au début de la séance, le président du tribunal met les 4 prévenus du jour debout devant leur juge. Leurs rôles sont ainsi déclinés. Fabrice Paskowski, un proche de DSK, et David Roquet, ancien directeur d'une filiale d'Eiffage, sont qualifiés d'organisateurs, recruteurs et payeurs.
Le policier Jean-Christophe Lagarde est lui désigné comme l'accompagnateur. Le rôle de DSK a été beaucoup plus débattu, mais il reste formel, ce n'est pas l'organisateur de ce genre de soirée. Et l'actuel consultant va même plus loin, j'ai horreur des relations avec des prostituées, dit-il. Bon point pour sa défense, Mounia, l'une des ex-prostituées qui s'est portée partie civile, déclare à la barre n'avoir jamais parlé d'argent. Cependant, elle réaffirme avoir été au courant de l'identité de DSK. Elle évoque avec émotion un rapport brutal mais consenti. C'est son sourire qui m'a marqué du début à la fin. Il avait l'air content de ce qu'il faisait, souffle la jeune femme. Dominique Strauss-Kahn a 2 jours et demi pour se disculper. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1 500 000 € d'amende. Bethabé, bonjour. Alors, que dit la presse ce matin de l'affaire du Carlton ? Alors avec cette stratégie de DSK qui émerge du procès, il tente de s'en tenir aux faits. C'est ce qui émerge des médias français ce matin, comme le titre Les Échos, des chiffres, des dates et rien d'autre. Quant aux prostituées, DSK nie donc avoir su que les jeunes femmes qui participaient aux parties fines étaient des professionnels. Malgré tout, Le Monde insiste sur cette nouvelle image de DSK, celui qui était l'un des hommes les plus puissants du monde, celui qui est désormais assis au banc des accusés, donc confronté à l'une de ces jeunes femmes parties civiles qui raconte qu'elle a pleuré, qu'elle avait mal, qu'il y avait un rapport de force auquel elle n'était pas habituée, mais qu'elle avait besoin de cet argent. Quand les questions à DSK se succèdent alors, il n'est certes plus aussi puissant, mais il reste de rock. Je cite, on se trompe en guettant l'émotion, le son sourd d'une fêlure dans la voix. Dominique Strauss-Kahn n'offre prise à rien. La puissance évaporée, certes, mais l'assurance et donc la libération, écrit que l'ancien patron du FMI imprime à chacun de ses mots l'assurance qu'ils sont indiscutables. Quand la jeune femme raconte qu'elle a montré ses réticences par des gestes, qu'il a bien sûr vu, qu'elle pleurait et que lui souriait du début à la fin, lui demande si les choses se sont effectivement passées ainsi. Réponse de Dominique Strauss-Kahn, je n'en tire pas la même impression qu'elle, mais son récit semble cohérent. Voilà, et dans la presse américaine, on s'en doute, le gros titre ce matin, c'est le triste destin de cet otage de l'EI qui a été confirmée morte par la Maison-Blanche. Voilà, Kayla Mueller, l'incertitude planait donc jusqu'à cette nuit sur le destin de l'otage américaine. L'organisation avait affirmé qu'elle était morte donc dans des tirs de la coalition à Raqqa en Syrie. Hier, le président Obama a effectivement confirmé sa mort et cette nuit, la famille de la jeune fille a identifié son corps sur une photo sur laquelle, selon CNN, la jeune femme apparaîtrait dans un drap mortuaire, une preuve qui conduit donc au deuil de la famille finalement après un week-end de torture, écrit le New York Times, un week-end durant lequel il ne voulait pas accepter cette mort. Alors la famille qui se trouve en Arizona avait même imploré Daesh de lui envoyer une preuve personnellement. Daesh aurait envoyé ainsi 3 clichés du corps selon le quotidien américain, 2 en hijab et 1 dans un drap où l'on voit clairement des blessures sur le visage de Kayla. Allez, on reste en Syrie avec cette interview, on en a parlé ce matin avec vous, Maurice, du président Assad qui continue de faire beaucoup de bruit ce matin encore. Oui, Assad qui s'est notamment défendu d'avoir jamais jeté des barils de poudre sur les zones rebelles de façon indiscriminatoire, tuant ainsi des milliers de civils. Des allégations même puériles, a-t-il affirmé au journaliste Jeremy Bowen de la chaîne britannique à la BBC de souligner. Néanmoins, notre correspondant précise que ce déni d'Assad est hautement controversé. En effet, les morts de civils dans des attaques de barils de poudre sont documentées. L'article de la BBC va même plus loin. Alors que la guerre en Syrie entre dans sa 5e année, eh bien, ces barils de poudre seraient même devenus l'arme la plus célèbre de l'arsenal d'Assad. Assad va lui aussi plus loin de son côté, affirmant l'armée utilise des balles, des missiles, des bombes. Je n'ai pas entendu parler de barils de poudre. Au maximum, j'ai entendu parler de cocottes minutes. Le sujet semblant donc propice à l'humour aux yeux du président syrien.
Voilà, pas très drôle en effet. On vient en France avec une histoire pas très drôle non plus. On parle de bébés échangés à la naissance. Voilà, qui finit quand même avec un pactole presque. C'était il y a 20 ans, on en parle aujourd'hui parce qu'en fait la maternité de Grasse hier a été condamnée à verser à ces bébés échangés à la naissance 400 000 € à chaque enfant. Les parents, les frères, les sœurs ont eux aussi été indemnisés et pour cause, le Nouvel Obs raconte le tsunami, bien sûr, qu'a vécu la mère de Manon, l'une des deux, quand elle a appris il y a 10 ans qu'effectivement sa fille n'était pas sa fille biologique et qui a eu tellement peur qu'on la lui prenne, qui a pensé aussi à cette fille biologique qu'elle ne connaissait pas. Comment va-t-elle se demander? Alors le journal en profite pour revenir sur ce doute aussi. Quand il y a 20 ans, eh bien, cette toute jeune maman récupère son bébé après 4 jours de traitement pour une jaunisse. Elle aurait lancé, on dirait qu'il a plus de cheveux. Et là, le personnel de la clinique lui aurait répondu que c'était l'effet de la lampe UV. Barbara, alors Sophie Serrano apprendra plus tard même que la mère de sa fille biologique avait de son côté fait remarquer que les cheveux de son enfant qu'on lui rendait étaient, après le même traitement, étaient moins nombreux. C'est-à-dire que les deux mamans s'étaient aperçues que les cheveux étaient différents. Voilà, que c'était pas le même bébé en fait, effectivement. Cauchemar de chaque parent. On finit avec une histoire de maison en eau. Voilà, une maison en haut, on parle d'une maison isolée par des panneaux en fait de double vitrage 5 cm contenant de l'eau à l'intérieur. Une maison inventée par un Hongrois de 34 ans qui en est encore au stade de prototype. Le projet dure néanmoins depuis 10 ans et désormais on passe aux choses sérieuses puisqu'il le teste actuellement sur un petit prototype dans sa ville natale de Kecsk-Semek, c'est au sud de Budapest. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, comme les panneaux d'eau sont reliés entre eux, à travers toute la maison, on peut faire circuler le chaud ou le froid là où on en a le plus besoin, avec ses bénéfices bien sûr en matière d'économie d'énergie, puisque cette eau fait bouillotte l'hiver, rafraîchit l'été, écrit le Figaro. Le projet a décroché quand même un financement de 50 000 € auprès de l'Union européenne et attirait l'attention d'architectes à travers le monde. Une affaire à suivre. On aura bientôt de l'eau autour de nous. C'est pas bête, pourquoi pas. C'est vrai. L'eau qui est déchaînée ce matin, vous le voyez peut-être derrière moi. Il ne fait pas très beau ce matin à Tel Aviv et vous Ça voyez met votre temps en valeur. Ah merci Betsabe, cette tempête de sable derrière moi. Allez, justement, retour en Israël pour parler d'une autre tempête. Elle est politique. Celle-là, les critiques suscitées par le discours annoncé de Binyamin Netanyahou au Congrès le mois prochain, eh bien, ne cessent pas en Israël, mais également aux États-Unis. De plus en plus de démocrates annoncent tout simplement qu'ils boycotteront ce discours en ne participant pas à cet événement. Ça se passera le 3 mars prochain. Et une question ce matin, qu'en pensent les Israéliens eux-mêmes? Écoutez. Je pense que Bibi et le reste du gouvernement sont malheureusement tous des menteurs. On ne peut faire confiance à personne. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Ce sont les États-Unis qui décident et pas lui. C'est ce que je pense. Pas question. Il doit aller là-bas et dire tout ce qu'il a à dire sur l'Iran et représenter dignement Israël. Les États-Unis sont nos seuls partenaires. Alors je suppose que si ça crée une gêne aux États-Unis, alors oui. Obama ne peut pas faire ce qu'il veut avec notre pays. Bibi prend soin de nous. Je pense qu'il doit y aller et faire passer le message. C'est un message très important. Oui, je pense qu'il doit annuler son discours au Congrès. Nos relations avec les États-Unis sont beaucoup plus importantes que son ego. Netanyahou ne doit pas y aller. Il doit aussi libérer le poste de Premier ministre, si possible. Ça arrivera dans un peu moins de 2 mois. Alors quel effet crée le maintien de ce discours parmi les Israéliens ? Écoutez, de toute façon, c'est toujours bénéfique pour un Premier ministre de s'opposer à la grande puissance qui contrôle aujourd'hui à peu près les affaires diplomatiques et de montrer que finalement il défend les intérêts nationaux. Ça rapporte des points sur le plan électoral. D'autant qu'Obama n'est pas très populaire finalement au sein de la population israélienne. D'autant qu'Obama n'est pas populaire et on a eu un sondage dernièrement qui montrait que 47% des Israéliens étaient favorables à un discours de Netanyahou devant le Congrès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement une opposition politique en Israël. Maintenant, c'est vrai que Benjamin Netanyahou
a déjà fait passer le message. À la limite, il n'a même plus besoin de s'exprimer dans le Congrès. Tout le monde aura compris qu'il est contre un accord avec l'Iran et il n'y a pas besoin d'en dire plus. Alors maintenant, le Premier ministre a encore expliqué pour justifier sa volonté de se rendre tout de même devant le Congrès qu'il n'était pas pour un conflit avec le président des États-Unis, mais que c'était son devoir d'expliquer la position israélienne. Et comme je vous l'ai dit, on l'a déjà compris. Voilà, effectivement, on va voir comment cette affaire continue d'alimenter cette campagne dans les jours qui viennent. Autre affaire qui alimente la campagne, c'est la fameuse question du débat télévisé entre candidats. C'est une tradition politique ancestrale en France, aux États-Unis également. En Israël, c'est moins le cas. Et Bibi, pour le moment, refuse de participer à l'invitation de la chaîne 2 à Écoutez, ce fameux débat. Je ne sais pas s'il refuse. En tout cas, il n'a pas répondu à une invitation, ni oui, ni non. Donc, pour le moment, on attend. Je pense qu'à la présidence du Conseil, on doit être en train de négocier les conditions de ce débat. Est-ce que ce sera un débat ouvert face au chef de l'opposition et chacun pourra poser des questions à l'autre et répondre, ou est-ce que ce sera un débat formel avec des questions prévues à l'avance d'un journaliste et personne n'a le droit de répondre à l'autre. Ça, c'est le fond du problème. Je pense qu'il est en train de négocier les conditions. Maintenant, c'est vrai que la seconde chaîne de télévision a déjà convoqué pratiquement tous les leaders. 9 ont répondu positivement. De tous les partis politiques israéliens. De tous les partis politiques israéliens. Le fait est que finalement, le débat vedette Benjamin Netanyahou, Yitzhak Herzog est attendu, mais je vous propose une série d'autres débats qui peuvent être extrêmement intéressants. Par exemple, Carlon Lapid, puisque finalement, ce sont les deux partis centristes qui se battent sur la même clientèle, la clientèle des classes moyennes. Il pourrait y avoir un autre débat, je imagine Lieberman face à Gallon, la chef de l'extrême gauche. Là aussi, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et le dernier débat que je conseillerais à la seconde chaîne de télévision, ça serait un débat Aryeh Deri, Eli Yishai, les deux leaders de chasse qui ne peuvent plus s'entendre ni se parler. Alors, on est à 5 semaines des élections, on l'a dit, tout peut encore se jouer. Où en est-on du point de vue des sondages ce mercredi? Écoutez, si l'on prend la traditionnelle moyenne aujourd'hui, c'est de rentrer dans les mœurs du quotidien Haaretz qui fait la moyenne des 3 derniers sondages, on est pratiquement dans un match nul. C'est-à-dire que le bloc de gauche et le bloc de droite sont pratiquement à égalité, 60 des deux côtés. Donc, ça fait dire à tous les politiciens que le débat aujourd'hui se situe dans la répartition interne au bloc et non pas d'un bloc à l'autre. Je pense que nos politiciens ont compris qu'ils n'arriveront plus à gratter beaucoup plus. Il faut voir une chose, c'est que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui mène le bloc de droite, pourra former facilement une coalition avec soit les religieux, soit les centristes, mais il n'a pas besoin des deux, alors que la gauche, menée par Yitzhak Herzog, a besoin des centristes et des religieux pour former une coalition. C'est le gros coalition problème. Moins naturelle, peut-être. Moins naturelle, plus forcée. Alors donc maintenant, la question est, quel est des deux candidats, celui qui aura le plus de mandats pour créer cette coalition? Il faut quand même expliquer le système, et la balle sera dans le camp d'un homme, c'est le président israélien, Reuven Rivlin, qui nommera le formateur. Qui demandera à un des chefs de parti de former la coalition. Mais il ne va pas le faire n'importe comment. Normalement, traditionnellement, il doit demander au plus grand parti, celui qui arrivait en tête en nombre de mandats. Maintenant, vous savez que chaque chef de parti doit aller, après les élections, chez le président et recommander un Premier ministre. Donc là aussi, il y a encore une nuance qui peut jouer. Troisième nuance, on sait que Rivlin n'est pas du tout l'ami de Netanyahou et que là, il pourrait peut-être y avoir une petite vengeance personnelle. Voilà. Et on termine par une dernière news qui concerne les élections. En quelques secondes, une décision attendue demain. La commission électorale doit se réunir demain pour examiner des demandes d'annulation de candidature. Et la demande d'annulation la plus célèbre, la plus attendue, c'est celle qui concerne la députée arabe Hanin Zouabi. Le Likoud et Israël Beitenou ont demandé l'annulation de sa candidature du fait de ses propos pendant l'opération Bordure protectrice de cet été, où elle a eu des mots très durs contre Tsahal. Le conseiller juridique
verdict du gouvernement est sur l'affaire et pourrait ne pas proposer une annulation de sa candidature. Réponse demain. Merci à tous les deux. À suivre, c'est un jugement exceptionnel à plus d'un titre qui sera rendu aujourd'hui en Belgique. Le tribunal correctionnel d'Anvers se prononcera ce matin sur une filière djihadiste présumée d'avoir envoyé des terroristes en Syrie. C'est une première en Europe. D'autres procès similaires doivent s'ouvrir à Bruxelles. Le détail après un nouveau journal. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un jugement exceptionnel à plus d'un titre qui doit être rendu ce matin en Belgique. Le tribunal d'Anvers doit se prononcer sur une filière terroriste qui aurait envoyé des combattants en Syrie. C'est une première en Europe. D'autres procès similaires devraient suivre à Bruxelles, notamment le point en image signé Mathias Inbar. L'un des plus grands procès en Europe de prédicateurs et de djihadistes. C'est ce mercredi que les juges belges de la ville d'Anvers doivent rendre leur verdict à l'encontre de 46 hommes accusés d'être partis en Syrie participer au combat aux côtés de l'État islamique. Pour leurs proches, au-delà des peines de justice qu'encourent leurs enfants, c'est une vie qu'il faut totalement reconstruire. Pour certains, la peine est insurmontable. Il a été rejeté de son équipe de football et puis il est devenu très déprimé. Et ces jeunes Marocains en ont profité. Ils l'ont présenté immédiatement à Sharia for Belgium et à M. Fouad Belkacem. Et le véritable enfer de ma vie a commencé. Mon fils est en Syrie. Si quelque chose arrive, ce que je peux faire, rien. Chaque jour, je ne peux pas dormir. Je pense à lui. Il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à lui en pleurant. Anvers est une ville en état d'alerte depuis les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher à Paris et les récentes opérations antiterroristes de la police belge. À l'instar de Brian de Mulder, Jason Bontink a été converti à l'islam. Il reste à ce jour un témoin clé dans le procès sur des accusations de terrorisme des dirigeants de Sharia for Belgium. Son père décrit un système apparenté à une secte. Nous avons vraiment assisté au processus de radicalisation. Et pourquoi est-ce arrivé? Parce qu'il a été sélectionné et recruté dans cette mosquée par les frères de Sharia for Belgium. Ils ont leurs membres partout, comme fait n'importe quelle secte, pour convaincre les gens, pour montrer qu'ils sont mieux, pour croire à leur mosquée, pas celui des mosquées traditionnelles. Ils cuisinent ensemble, font du sport ensemble, les mêmes tactiques que toute secte. Plus de 350 Belges sur un pays de 11 millions de personnes seraient partis en Syrie, participer aux opérations de l'État islamique. Alors Myriam, vous vous êtes intéressée de près à ce procès. On va parler dans un instant de cette organisation Sharia for Belgium au cœur de ce procès. Mais avant cela, un mot des accusés. Sur 45, seuls 8 sont présents. Seuls 8 sont présents parce que les autres sont soit toujours en Syrie, donc introuvables évidemment, soit sont morts au combat en Syrie et donc ne sont pas présents à ce procès. Mais il y a bien 45 actes d'accusation. Alors, Sharia for Belgium, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un groupuscule, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas très nombreux, le mot groupuscule, extrémiste, islamiste, qui veut l'islamisation de la Belgique, qui veut donc instaurer la charia sur le territoire belge. Il a vu le jour en 2010 et a été dissous en 2012, mais toujours très très actif sur la toile, malgré l'emprisonnement de son chef, qui est Fouad Belkacem. Il se dit son porte-parole et n'est pas le chef, mais il est clairement le chef de ce groupuscule. C'est un Marocain naturalisé belge, âgé aujourd'hui de 32 ans, et son itinéraire est un itinéraire d'un délinquant. Il est connu pour cambriolage, vol, rébellion, jusqu'à ce qu'il se radicalise, où là il se fait connaître pour son discours antidémocratique, pour le port du voile intégral par exemple. Et on va tout de suite écouter un extrait de son discours. Il s'adresse au moment des élections présidentielles en France aux musulmans de France. Boycottez-les. N'allez pas voter, n'allez pas chez eux. Ils peuvent aller au diable, ils peuvent aller Siyasa, pas de problème. Laissez-les Siyasa se battre entre eux, Le Pen, Kada, Hollande, Sarkozy. À la fin, le dernier chien qui reste, bi'idnillah, on le cassera. Voilà, donc c'était en 2012, je vous le rappelle. Et vous voyez, il est toujours entouré de jeunes qui l'écoutent avec beaucoup de passion. En bref, donc pour lui, la démocratie, c'est l'ennemi du musulman, puisque l'islam, en islam, on ne peut pas se soumettre à la loi des hommes. La démocratie, c'est la loi des hommes. La charia est la loi d'Allah.
Alors une autre figure emblématique de ce groupuscule est un Belge converti à l'islam, son nom Jean-Louis Denis. Oui, et il se fait appeler Jean-Louis le Soumis, soumis à Allah. Lui aussi, il a un passé, il a 40 ans aujourd'hui, et il a un passé de délinquant, en tout cas un passé judiciaire très chargé. Lui aussi, il est connu pour son alcoolisme, pour son penchant pour les jeux. Il se convertit en 2007 à l'islam radical, il faut le préciser. Et en 2008, il est interpellé dans la rue par la police parce qu'il est en train de distribuer des tracts antidémocratiques et qui appellent tout simplement au djihad, donc à la guerre sainte. Il a monté un restaurant social, le Tawhid, qui est destiné donc aux plus démunis, où il distribue de la nourriture. Et c'est là qu'il aurait recruté les jeunes qui sont partis en Syrie. Il les aurait poussés à faire ce voyage. On s'intéresse aussi, Mireille, à une troisième figure qui fait partie de ces accusés, de ces 45 accusés. Il est parti lui aussi combattre en Syrie. Oui, alors c'est Yeyoun Bonting. Vous savez, c'est ce jeune qui s'est rendu célèbre. En fait, c'est son père qui s'est rendu célèbre. Dimitri, qui s'est rendu en Syrie pour aller le chercher carrément parce qu'il estimait que la Belgique n'en faisait pas assez pour le récupérer. Donc ce jeune-là, on le présente comme, enfin son père le présente comme une victime de Sharia for Belgium. D'ailleurs, il s'est porté partie civile à ce procès. Il est donc à la fois accusé et partie civile. En tout cas, la justice, le parquet le considère lui comme un suspect, comme un accusé, comme un membre du réseau terroriste et également comme un témoin, puisqu'il est un témoin clé. C'est l'un des rares à être revenu et à être présent à ce procès. Il y a quelques contradictions dans son discours. Quand il est revenu de Syrie, il disait qu'il n'a jamais eu affaire avec Sharia for Belgium et qu'il n'a pas rencontré de Belges sur place. Aujourd'hui, sa défense est justement de dire qu'il est victime de l'endoctrinement de Sharia for Belgium et qu'effectivement, il a rencontré beaucoup de Belges sur place. Ensuite, il est aujourd'hui incarcéré non seulement pour ce procès-là, mais également parce qu'il a été accusé de violences conjugales et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il a tenté de se rendre en Turquie avant donc d'être arrêté, on ne sait pas pourquoi, avec sa compagne dont il devait se tenir éloigné. Voilà, si on veut dire un petit mot sur le papa, qui est un... On a vu dans le reportage d'ailleurs. Voilà, on a vu dans le reportage. Les médias belges ont essayé de se pencher sur sa personnalité parce qu'elle pose question. Il s'est rendu donc en Syrie. On va voir quelques photos s'afficher donc de Dimitri. Dimitri. Voilà. Alors, d'abord, avant tout, voilà, vous voyez cette image a circulé beaucoup en Belgique. Eh bien, c'est une reality show où les danseurs devaient danser comme Michael Jackson à celui qui serait le meilleur. On le voit, donc là, le jeune, vous voyez, le jeune, c'est celui qui s'est rendu en Syrie, donc il devait danser, il avait 15 ans. Le père se présente comme le manager, il parle anglais, il a les lunettes de soleil. C'est un côté un petit peu anecdotique, évidemment, mais ça montre qu'il était très amoureux des caméras déjà à l'époque et qu'il aimait beaucoup se montrer. Donc c'est ce même jeune qui est parti combattre en Syrie, qui avait participé à cette télé-réalité. Voilà, et là on voit le père qui part chercher son fils en Syrie. Ce sont les photos que lui-même publie sur Internet. On le voit posé en armes avec des rebelles syriens. Et donc voilà, il a rencontré énormément de rebelles syriens. On ne sait pas s'il a agi ainsi pour essayer de récupérer son fils ou pas. On a également une vidéo qu'il a postée sur Internet. Je vous propose tout de suite de la regarder. Victory for Syria. Freedom. Free Syria. Ja. Free Syria. Ja. Victory. Ces documents ne veulent pas dire qu'il est djihadiste et qu'il épouse évidemment l'idéologie de l'État islamique, mais ça pose tout de même question. Il n'est pas ce personnage lisse et ce héros tel qu'il se décrit dans les médias internationaux, puisque son combat pour retrouver son fils a été diffusé dans le monde entier. Et puis je voudrais juste terminer sur son interview dans Humo, c'est un magazine flamand, où il dit que l'Occident a beaucoup à apprendre de l'État islamique. C'est donc une interview très controversée en Belgique notamment. Il dit que l'État islamique n'a pas que du mauvais, on y apprend la solidarité, le respect, que l'ordre y règne, que c'est ça qu'il a trouvé en Syrie. Un discours ambivalent, on va dire. Ambivalent, un petit peu comme la personnalité de son fils finalement, dans ce procès. Voilà, un verdict attendu donc aujourd'hui à Anvers en Belgique. Merci beaucoup Myri, bonjour Rudy. Bonjour Barbara. On parle
parle de ce qui agite le web ce matin et on commence cette revue du web avec ces tags antisémites hier à Paris, dans le 16e, qui ont enflammé la toile. Oui, juif était écrit à la peinture blanche sur 26 voitures. C'était dans le 16e arrondissement de Paris. C'était lundi soir que ces tags ont été découverts. Des images qui datent donc de lundi soir et qui ont indigné très vite les internautes pour qui, dans un premier temps, une étape dans la montée de l'antisémitisme en France était bel et bien franchie, sauf qu'entre-temps, l'auteur de ces dégradations a été arrêté. Il a même été arrêté en flagrant délit. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête qui ont fuité, il s'appelle Pierre B, il a 73 ans et il vit dans un 59 mètres carrés de la régie, un HLM, de la régie immobilière de la ville de Paris avec son épouse qui est de confession juive. Donc voilà, alors l'été dernier, il s'était déjà rendu à 2 reprises au commissariat du 16e arrondissement pour dénoncer des propos antisémites. Il semblerait au final qu'il aurait donc lui-même tagué les voitures et la presse nous dit, Métro nous dit que c'était tout simplement pour convaincre les autorités de le changer de HLM. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. À noter que le dénommé Pierre B a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Donc cette affaire qui, dans un premier temps, a enflammé le web pour son côté antisémite, ne l'est peut-être pas forcément. Donc ça, c'est à suivre. Voilà, affaire à suivre dans un climat un peu plus tendu en France au sujet de l'antisémitisme. On parle d'une autre polémique, ça n'a rien à voir, on parle de mode. Oui, on parle de mode. Alors, on se souvient de la polémique qui avait été déclenchée par la marque américaine Urban Outfitters avec le pyjama à l'étoile jaune en 2012, le t-shirt taché de sang en 2014. Et bien, collection Provoque 2015, vous voyez ce magnifique tissu. Alors, c'est censé être un tissu à accrocher en intérieur qui peut servir de serviette de plage, de serviette de pique-nique, sauf que vous le voyez, il est rayé avec une étoile rose, réplique de la tenue que devaient porter les homosexuels dans les camps de concentration durant la Shoah. Même cause, mêmes effets, tollé des internautes. On va voir le tweet d'Ananda qui demande si ce nouveau scandale surprend encore quelqu'un. Et puis Tyler pose la question, est-ce que c'est pas trop compliqué de ne pas vendre des articles qui rappellent l'Holocauste? Voilà les pièces. C'est pour qu'on comprenne bien, Urban Outfitters le fait consciemment, dans une volonté de provoque. En fait, il y a eu des précédents, donc on ne peut pas dire que la dernière fois il s'était justifié en disant que c'est passé entre les mailles du filet et qu'il ne s'était pas rendu compte forcément. Là, sachant qu'il y a eu ces polémiques et qu'ils ont été extrêmement attaqués à ce moment-là, on ne peut pas dire que là, cette fois, c'est complètement incongru. Enfin voilà, c'est clair. En tout cas, la pièce, elle est désormais introuvable en ligne. Elle a rapidement disparu du site officiel Urban Outfitters. Donc évidemment, après 2 polémiques, on ne peut pas forcément plaider la bonne foi une 3e fois. Non, ça marche plus. On parle de Twitter qui a publié son rapport bimestriel. Oui, et c'est un rapport qui en dit long sur le contrôle de plus en plus renforcé des gouvernements d'Internet. Par exemple, les demandes de suppression de contenu Twitter ont augmenté de 84% entre le premier et le second trimestre 2014. Ce sont des demandes d'information sur des comptes de particuliers par les gouvernements. Ils ont augmenté de 40% sur la même période. Donc tout ça veut dire, les États-Unis, que voilà, il y a de plus en plus de demandes de contrôle et les États-Unis sont les plus friands en information. 56% des demandes de renseignements viennent du gouvernement américain, principalement dans le cadre d'enquêtes criminelles. Ça fait sur 2800 demandes, 1600 viennent des États-Unis. Quel genre d'informations en fait exige le gouvernement américain? Tout simplement à qui est ce compte, parce que sur Twitter, il y a un côté anonyme et donc il faut demander à Twitter l'identité, le numéro IP qui a l'ordinateur qui a émis ce compte. Est dans l'obligation légale de répondre? Twitter n'est pas obligé de fournir des informations aux différents gouvernements selon les lois des pays. Par exemple, en France, Twitter n'a fourni des informations au gouvernement que dans 13% des cas. C'est-à-dire 13% des requêtes concernant des comptes d'utilisateurs ont accédé, enfin voilà, le gouvernement a pu avoir ces informations. Pour le reste, ils peuvent encore les garder secrets, ça dépend de la gravité des faits. Donc, on parle en général de quel genre de cas de ces demandes? C'est pour des enquêtes criminelles et surtout le djihadisme. C'est-à-dire que c'est les lois qui se renforcent contre tout ce qui est terrorisme sur Internet font qu'il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus de surveillance de ces comptes Twitter et de plus en plus aussi de suspension de comptes. C'est-à-dire qu'il y a la surveillance et il y a aussi le fait d'endiguer une propagande djihadiste sur Internet. Des gouvernements. Voilà, tout simplement d'enlever un tweet et maintenant, avant c'était les internautes qui devaient demander eux-mêmes la suppression du compte, signaler à Twitter. Désormais, les gouvernements, en tout cas en France, c'est la dernière loi qui vient d'être appliquée, le gouvernement peut directement demander la suppression d'un compte.
Voilà pour cette affaire et on termine par une robe de Rihanna. Absolument, je sais que vous adorez les red carpet. Alors, on se souvient, on l'avait vu, cette robe au Grammy Award, on l'avait commenté il y a 2 jours. Donc cette, vous en pensiez quoi? Pas grand-chose. Vous en pensez quoi? Pas grand-chose non plus, j'ai envie de dire. Pas grand-chose, mais par contre, les internautes, eux, l'ont trouvé un petit peu ridicule. Donc évidemment, je vous propose quelques détournements qui ont été faits par les internautes. On va voir le premier. Voilà, il ressemble, pourquoi pas, à un personnage des Barbapapas, si on lui met des yeux et une bouche. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Il y en a d'autres qui ont fait la comparaison avec, vous savez, les comment on appelle ça? C'est pour les éponges de douche roses. C'est vrai que finalement ça ressemble. Moi j'aime bien. Ah bah voilà, vous aimez bien, bah, très bien. Mais en tout cas, ou la rose? si vous aimez, vous pouvez aussi vous en servir en tant que parapluie. Ça va être la prochaine et dernière image. Voilà. Finalement, ça marche très bien. Ça va durer une pub Dior, quoi. Ça c'est joli. Donc ça a été tourné, trouvé sur Instagram. Donc évidemment, voilà un petit problème de robe. Mais merci Rudy, de penser à moi en me montrant de belles robes roses de bon matin. Merci mon petit chat, merci Myri. À suivre, c'est aujourd'hui que sort le film le plus torride de l'année. Il sort en France, 50 nuances degrés évidemment. Et à cette occasion, on se pose une question dans le morning. Quels sont les bienfaits du sexe sur la santé? Restez avec nous, toutes les réponses après un nouveau journal. C'est aujourd'hui que sort en France le film le plus torride de l'année, 50 nuances degrés. Ça se passe donc ce mercredi. Vous le savez, hein, le livre avait fait un carton et le marketing autour du film a été soigné de manière extrêmement précise. Les images de bande-annonce ont été diffusées comme ça au compte-gouttes ces dernières semaines. Et à la clé, un énorme succès annoncé au box-office. Voici les dessous d'un marketing plutôt réussi, signé par les équipes du Culture Mag. C'est une interview pour le journal. J'ai quelques questions à poser. Monsieur Gray va vous recevoir. Il est comment? Il est poli, très intense, très brillant. Nous sommes le 25 janvier 2014. Plus d'un an avant la sortie du film, Universal mène une campagne de pub dans 5 grandes villes des États-Unis. En gros caractère, une phrase. Monsieur Gray va à présent vous recevoir. 3 semaines plus tard, le 14 février, une première photo de Johnson et Anastasia est diffusée. Le 18 juin 2014, pour fêter l'anniversaire de Christian, c'est sur Twitter qu'est publiée la première photo de Jamie Dornan dans la peau du jeune milliardaire. Le 9 juillet, l'auteur du livre, Erika James, annonce via Twitter la sortie officielle de la bande-annonce. Ce sera pour le 24 juillet. Une bande-annonce fut plus de 36 millions dans la semaine qui a suivi sa sortie. À la mi-décembre, ce sont 93 millions de vues qui font de ce trailer le plus vu de l'année 2014. En février 2015, ce chiffre grimpe à 193 millions rien que sur YouTube. Le 13 novembre 2014, un deuxième trailer sort, suivi par la suite d'une troisième bande-annonce, diffusée la semaine dernière pendant la grand-messe télévisée américaine, le Super Bowl. En dehors des États-Unis, ce sont près de 3 millions de tickets qui sont prévendus dans 39 pays différents. Au Royaume-Uni, avant même sa sortie, les préventes ont d'ores et déjà été très juteuses, 1,74 million d'euros. Tout comme avant la sortie d'un film Disney, le merchandising 50 nuances degrés est fin prêt. Vin, chemises, nounours, fouets, bijoux, journal intime, lubrifiant et bien sûr toute une gamme de sex toys. La mauvaise publicité n'existe pas. La censure du film en Malaisie et de certaines scènes aux Philippines n'a fait que renforcer le buzz autour du film. Et bien sûr suscite la curiosité générale. Alors on va en parler de ce film. D'abord une question, vous allez aller le voir? Ça sort ici, en Israël? Oui, bien sûr, ça va sortir dans le monde entier. Je pense que oui, je serais curieuse de voir ce film dont tout le monde parle. Vous allez le voir, Laetitia? Non, justement, moi j'allais dire, la fin du sujet, ça attise la curiosité. Moi, ça attise absolument pas la mienne. Hein. C'est pas forcément un film que j'ai envie de voir. J'ai pas déjà aimé le livre.
Je trouve que c'était pas très bien écrit. Ouais, en fait, j'ai arrêté le livre. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de répétitions dans le livre, c'était et puis c'est pas franchement de la haute littérature, quoi. Mais même si, je veux dire, il y avait un livre, Hell, à l'époque, il y a quelques années, qui était sorti en France, qui était un peu dans le même style, un peu provoque, avec des scènes un petit peu crues comme ça, qui n'était pas de la haute, exactement, et c'était pas de la haute littérature, et pourtant je trouve que c'était quand même intéressant à lire. Là, c'est pas de la haute littérature, et c'est pas non plus, c'est pas nouveau. Je veux dire, les livres érotiques, on parle de 50 Shades de Grey comme si c'était la première fois qu'on exploitait de la sexualité dans la littérature, alors que, je veux dire, on peut lire les lettres de Simone de Beauvoir et voir beaucoup. Évidemment, c'est pas nouveau. Alors, pourquoi, à votre avis, ça crée autant l'événement? Ça crée l'événement déjà puisque, comme on l'a dit, 50 nuances de Grey et 50 nuances de marketing. Je veux dire, c'est quand même ça a touché, le livre a fait tellement de bruit qu'évidemment le film sort, on a envie de voir comment ça adapte au cinéma, on a envie de voir visuellement ces deux acteurs aussi, cette jeune génération d'acteurs qui va être nue, pas tellement puisqu'en fait apparemment ils ont quand même utilisé beaucoup de prothèses, et puis je veux dire c'est un événement, ils ont créé toute une... les acteurs qui font semblant, des doubles, des doubles. On est passé à l'âge des prothèses, du coup, exactement. Même dans la vie d'Adèle, même dans la vie d'Adèle, il a utilisé des prothèses, ce qui est quand même plus compréhensible, même si les actrices de la vie d'Adèle avaient été beaucoup moins frileuses que les acteurs, pour le coup, de 50 nuances de Grey. Je trouve que c'est très édulcoré, en fait, comme film, quoi. Enfin, l'idée apparemment, on attend 40 minutes pour voir un premier bisou, 1 heure pour voir une première scène, et derrière, on nous dit que c'est le film le plus érotique depuis 10 ans, que 20% du film. Mais je veux dire, des films érotiques, si on revient en arrière, dans les années 70, c'était avec un dernier tango à Paris, c'était quand même, on était dans quelque chose d'autre, quoi, avec des acteurs qui s'assument. C'est que c'est peut-être de l'érotisme grand public, quoi. Ça s'adresse à tout le monde, et c'est pour ça que c'est peut-être aussi édulcoré. C'est de l'érotisme, pour moi, made in America. Même si à l'époque on a pu voir des films comme 9 semaines et demie, où Kim Basinger et Mickey Rourke, eux, n'étaient pas du tout frileux non plus. On a d'ailleurs quelques images, ou même Basic Instinct, qui n'est pas fait par un Américain, qui était Paul Verhoeven, mais malgré tout qui reste un classique du cinéma américain, puisque Sharon Stone et Michael Douglas. Là, c'était de l'érotisme, de la sexualité assumée, limite violente. Et je veux dire, 50 Shades of Grey, on est quand même dans quelque chose de petite fessée. Voilà, exactement. On va laisser le spectateur se faire une idée. On regarde. En regardant l'image. C'est une interview pour le journal. J'ai quelques questions à poser. Monsieur Grey va vous recevoir. Il est comment? Il est poli, très intense, très brillant, extrêmement intimidant. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Et vous? J'aimerais en savoir plus sur vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi. Je vous regarde. À quoi devez-vous votre succès? Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Ça doit être un peu lassant. Je suis incapable de vous laisser tranquille. C'est bien. J'ai eu une enfance difficile. Vous devriez m'éviter. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Voilà, un film érotique à l'américaine, on va le dire. Alors, on va essayer de retracer un petit peu d'autres films érotiques comme ça. Ce qu'il faut dire déjà d'emblée, c'est qu'en Europe,
on affiche le sexe beaucoup plus franchement au cinéma. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on a très peur de la sortie de ce film. Vous parliez la semaine dernière de toutes ces associations qui se rebellent un petit peu contre la sortie de ce film. En Europe, on regarde ça, j'ai l'impression, avec un peu plus d'humour, puisque c'est vrai que rien que chez nous en France, avec Emmanuel, déjà c'était Emmanuel dans les années 80, on voit des films érotiques depuis toujours. On est habitué à voir ces pubs avec les seins qui sont montrés, qui sont affichés sans problème. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi du point de vue des acteurs. C'est ce que disait Betsabé durant la projection de cette bande-annonce, c'est qu'apparemment les acteurs ont été eux-mêmes choqués de certaines scènes, n'ont pas accepté de faire certaines scènes. Maintenant, si vraiment on fait du film érotique, on accepte de faire le film érotique. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on voit à l'image, alors Ramon en Espagne, c'est vrai que les Espagnols sont habitués, Almodovar, Ramon de Bigas Luna, ils sont habitués à montrer de la sexualité sans tabou aucun. C'est la culture espagnole, même dans l'art, ça se retranscrit aussi dans l'art. The Dreamers de Bertolucci, même réalisateur que Dernier Tango à Paris, où là on a 3 acteurs qui sont mis à nu littéralement du début à la fin, une relation incestueuse entre un frère et une sœur. Les Japonais aussi, avec l'Empire des Sens, qui était quand même qui était dans l'érotique pure et dure, disons. Je parlais tout à l'heure 50 nuances degrés, 50 nuances de marketing, il y a aussi 50 nuances degrés et 50 nuances d'érotisme au cinéma définitivement. Et c'est intéressant moi, en fait, ce 50 nuances degrés m'a donné plus envie de voir justement des classiques érotiques que d'aller voir ce film. D'accord, on l'aura compris. Alors on le conseille. Ça lui a donné envie c'est pas votre conseil du jour, mais en tout cas, ça sort ce mercredi dans les salles en France. Et à l'occasion de la sortie de ce film Betsabé, on se pose une question ce matin. Quels sont les bienfaits du sexe sur la santé? Alors, les bienfaits, il y a ceux que vous avez dû peut-être remarquer, mesdemoiselles. Le sexe, ça détend. Pourquoi? Eh bien, parce que l'orgasme libère de l'endorphine qui facilite d'ailleurs le sommeil. Ça crée un état d'euphorie. Et ça, c'est l'effet de la dopamine et de la sérotonine qui vont être libérés par le cerveau. Et puis, il y a une autre hormone, et pas la moindre, c'est l'ocytocine qui fait notamment baisser la pression artérielle et ralentit le rythme cardiaque. Alors, ça fait travailler les muscles. C'est l'hormone qu'on développe quand on accouche aussi. Aussi, exactement. Alors, ça fait travailler aussi les muscles. Vous connaissez sans doute ça, les courbatures du lendemain. Et alors, non seulement ça fait travailler les jambes, les fessiers, les abdominaux, mais ça fait aussi travailler les muscles cardiaques. Lors de l'orgasme, le cœur peut atteindre jusqu'à 180 pulsations par minute. Le rythme normal, c'est de 75 quand même. Donc voilà, ça fait dangereux. Non, c'est pas contre-indiqué, sauf grave problème. Au contraire, c'est bien pour se prémunir des maladies cardiaques. Alors, justement, beaucoup de bienfaits, mais est-ce qu'il y a des conditions? Il y a des conditions qui doivent être respectées pour que ça marche, ces bienfaits. Il y a des bienfaits aussi cachés du sexe. Tout d'abord, le sexe prévient certains cancers. Le cancer de la prostate chez l'homme, vérifié et confirmé par de nombreuses études. Le massage, en fait, prostatique qui est effectué lors du rapport et de l'éjaculation, contribuerait à éliminer les cellules carcinogènes. Attention, diminution du risque du cancer de la prostate de 15% chez les femmes. C'est prouvé selon de nombreuses études. Le cancer du sein chez les femmes, alors là, on parle au conditionnel. C'est grâce à l'ocytocine, donc cette hormone que vous connaissez bien, qui est libérée lors de la stimulation des tétons et de l'orgasme. Eh bien, elle aiderait elle aussi à éliminer ces fameux éléments carcinogènes des glandes mammaires. Alors, au-delà de la prévention contre le cancer, le sexe stimule la circulation. Et attention, le sexe a une influence sur le seuil de tolérance à la douleur. Barbara, et oui, chez les femmes qui se masturbent jusqu'à l'orgasme, le seuil de tolérance à la douleur s'élève de près de 75%. C'est ce qu'affirme notamment un professeur de la Rutgers University dans le New Jersey, aux États-Unis. Alors, pour que ça marche justement, il faut... Les conditions à respecter, vous y tenez. Ouais. Alors, les études sont très claires là-dessus, notamment en ce qui concerne le rôle protecteur du cancer contre le cancer de la prostate. 3 fois par semaine au moins, pendant au moins une demi-heure. C'était ça ma question, soyez concrète, voilà, vous l'avez dit.
Alors, effectivement, on va y venir. Je voulais juste préciser que quand même, ces conditions, ça passe à 2 fois par semaine qui suffisent pour muscler votre cœur. C'est-à-dire que pour booster votre cœur. Et alors, à la question de Laetitia, vous répondez quoi? Avec quelqu'un ou pas forcément? Alors, pas forcément. D'une part, sans aller jusqu'à l'acte sexuel, sachez, vous avez parlé de bisous tout à l'heure, un baiser à lui seul libère de l'ocytocine, cette hormone du bien-être. Ensuite, pour les raisons qu'on vient de voir, eh bien, en cas d'abstinence, il est conseillé de se caresser. Et oui, les études ont montré très clairement l'effet protecteur de la masturbation, Laetitia, au même titre qu'un rapport à 2 ou plus, notamment dans le cadre de la protection contre le cancer de la prostate. Alors, on en parle avec un spécialiste, Dr Sylvain Mimoun. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue et andrologue, directeur du centre d'andrologie à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, vous confirmez tous ces bienfaits du sexe sur la santé? Tout à fait. On savait que classiquement, la sexualité, ça pouvait faire du bien à la tête et donc au corps. Mais en fait, ces dernières études, qui datent depuis quelques années maintenant, montrent régulièrement que plus on fait fonctionner le corps, ou plus la circulation du sang augmente dans le corps, mieux le cœur fonctionne et plus toutes les hormones qui fonctionnent dans ce corps peuvent interférer tant sur le sein que la prostate et tout ce que vous avez dit par ailleurs. Est-ce qu'il y a une corrélation directe, Dr Mimoun, entre le plaisir et ses bienfaits sur le corps, ou pas forcément? Il y a une corrélation dans la mesure où le plaisir induit automatiquement la sécrétion d'endorphine. Cette endorphine, c'est de la morphine naturelle que le corps fabrique et qui agit sur le cerveau, qui rend euphorique, qui est le meilleur donc antidouleur. C'est pour ça que le plaisir est le meilleur antidouleur et que en même temps, ça vous met dans un autre état que l'anxiété du fait de la douleur, de la crainte de la maladie et du reste. Et donc tout ceci peut interférer incontestablement. La seule chose, c'est que c'est vrai que si ça se fait, quand on dit seul ou à 2, habituellement, quand on est bien à 2, on se sent réellement bien à 2. Quelquefois, d'être seul, on ne se sent pas toujours si bien que ça. C'est ça la vraie difficulté. Voilà, c'est psychologique aussi, d'être bien à 2. Merci beaucoup, Dr Mimoun, d'avoir été avec nous ce matin. Merci les filles. Alors voilà. C'est pour ça peut-être qu'on a envie d'aller voir ce film. C'est peut-être aussi la recherche de cette endorphine. Certainement que ça a des effets. Pourquoi toutes ces femmes aimeraient... Sans doute. Alors je finirai en précisant quand même qu'apparemment en 2025, eh bien, ce seraient les sexbots. Ce sont des robots qui devraient devenir nos partenaires réguliers, nous dit la presse. Non, on encourage l'intimité à 2, les couples. Il n'y a que ça de vrai. Merci beaucoup les copines. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.